Il est 19h, bienvenue sur Public Sénat, voici les titres de ce soir. Annulées, toutes les gardes à vue qui se sont déroulées sans l'assistance d'un avocat avant le 15 avril sont annulées. Décision de la Cour de cassation aujourd'hui qui pourrait remettre en cause des milliers de procédures. On en parle avec Jean-René Lecerf, vice-président de la Commission des lois du Sénat tout à l'heure. Solidarité, c'est le mot martelé par le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, face à la sécheresse comparable à celle de 1976 qui touche la France. Le fonds de garantie des calamités agricoles sera mobilisé pour venir en aide aux éleveurs. Humilié, Silvio Berlusconi a essuyé une défaite sévère aux élections municipales d'hier, alors que la deuxième audience du procès Rubygate s'est ouverte ce matin à Milan. Une réunion de crise est prévue demain autour du chef du gouvernement italien. C'est le débat de ce 19h. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition de 19h. La sécheresse va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, c'est ce que prévoit le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, qui a reçu aujourd'hui tous les acteurs de la filière agricole. Le fonds de garantie des calamités agricoles sera sollicité pour venir en aide aux éleveurs uniquement parce qu'ils ne peuvent pas souscrire d'assurance. Margot Aubrio. Solidarité, c'est aujourd'hui le maître mot au ministère de l'Agriculture. Solidarité d'abord de l'État. Le fonds de garantie des calamités agricoles sera activé pour venir en aide à la profession la plus touchée, les éleveurs. Ils pourront être indemnisés dès le 15 septembre. Pas de détails sur les sommes distribuées, mais Bruno Le Maire prévoit déjà des besoins de plusieurs centaines de millions d'euros. Jamais le Fonds national de garantie des calamités agricoles n'aura été réuni aussitôt de l'histoire agricole française. Nous avons voulu prendre la crise le plus tôt possible en tenant compte au jour le jour de l'évolution de la situation. Solidarité également de la part des banques. Pour assurer leur trésorerie, le Crédit Agricole a accepté de prêter 700 millions d'euros aux éleveurs. Des prêts à 2% d'intérêt et même à 1,5% pour les jeunes agriculteurs. Solidarité enfin du monde paysan. La priorité pour les éleveurs, c'est de nourrir leurs bêtes. Mais les prix ont flambé et certains se sont vus proposer des tonnes de paille à 40 ou 60 euros. Inacceptable pour le ministre qui a pu négocier avec 40 départements un prix garanti de 25 euros la tonne. Des décisions qui rassurent le monde agricole, même si pour beaucoup de paysans, c'est loin d'être suffisant. C'est un ensemble de dispositifs, c'est pas le grand soir, mais ce qu'on cherche aussi c'est d'abord à traiter l'urgence des 3 mois qui viennent. Il n'y a rien de révolutionnaire et il y a surtout, à notre avis, pas de réponse à la hauteur de la catastrophe qui est en train de se préparer sur le terrain. Météo France le confirme, la France vit le printemps le plus chaud depuis 1900. Et la sécheresse touche désormais tout le pays. Ce sont des milliers de procédures qui pourraient être remises en cause. La Cour de cassation a décidé aujourd'hui de considérer comme irrégulières toutes les gardes à vue réalisées sans la présence d'un avocat avant la date du 15 avril. Les explications de Claire Colnet. C'est une décision radicale qu'a prise aujourd'hui la Cour de cassation en annulant l'ensemble des gardes à vue menées avant le 15 avril dernier sans avocat. L'impact de cette décision pourrait être considérable. En France, on compte près de 800 000 gardes à vue par an. L'ensemble des dossiers pénaux en cours de traitement pourront être revus si des demandes d'annulation sont formulées. Cette décision pourrait être lourde de conséquences dans beaucoup d'affaires de mœurs, voire d'homicides, affaires dans lesquelles l'acte de garde à vue constitue souvent le principal élément à charge. Pour l'heure, impossible de connaître le nombre de gardes à vue concernés. Depuis le 15 avril, la présence d'un avocat lors de tous les interrogatoires, principale mesure de la réforme de la garde à vue, est entrée en vigueur. Une présence qui inscrit les procédures françaises dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, qui requiert présence de l'avocat et droit de garder le silence pour tous les gardés à vue. Bonsoir Jean-René Lecerf. Bonsoir. Sénateur UMP du Nord, vice-président de la Commission des lois. On va essayer de comprendre avec vous l'importance de cette décision. Ça veut dire que des milliers de justiciables vont pouvoir plaider la nullité de procédure. Est-ce que c'est un chaos juridique ? Non, il ne faut pas exagérer les choses. Ça veut dire surtout, si vous voulez qu'on tire les conséquences de la révision constitutionnelle de 2008, des questions prioritaires de constitutionnalité, puisque l'une des premières conséquences de ces fameuses QPC, ça a été effectivement la remise en cause du droit de la garde à vue considéré comme inconstitutionnel. Et cette remise en cause est quand même une formidable avancée pour les libertés publiques, pour les droits de l'homme. Il n'y aura plus effectivement dans les années à venir 800 000 gardes à vue, comme vous le disiez, c'était beaucoup trop. Et de la même manière, les droits des personnes gardées à vue, les fous
fouilles, par exemple, s'opéreront selon des modalités totalement différentes. Je ne rappelle pas quand même que les fouilles à nu, la privation des lacets, des ceintures, des soutiens-gorge, des lunettes, des appareils auditifs et autres, tout cela appartiendra au passé. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette décision, de combien de procédures vont être annulées avec cette décision de la Cour de cassation? On a un problème de transition, si vous voulez. Combien? La réponse est impossible, parce que, bon, d'une part, ce n'est pas l'ensemble des procédures qui seront remises en cause. Je n'ai pas vu l'arrêt, mais je crois qu'il limite effectivement aux événements qui datent de moins de 6 mois. Et puis, d'autre part, vous avez... un délai de 6 mois, effectivement, pour plaider la nullité. Tout à fait. Et puis, vous avez aussi, effectivement, toute une série de décisions, toute une série de décisions de justice qui ne dépendent pas simplement des aveux, entre guillemets, obtenus au cours de la garde à vue. Ça concerne surtout les affaires de mœurs, où là, il n'y a pas de preuves et il y a surtout éventuellement des aveux en garde à vue. Il y a quand même les tests ADN, il y a quand même les témoignages, il y a quand même bien d'autres éléments, effectivement, que la discussion qui s'est passée pendant la garde à vue, hors la présence d'un avocat. Mais c'est vrai qu'on va donc avoir un certain nombre de difficultés judiciaires à gérer. C'est le prix à payer pour toute réforme. Il y a une période de transition, eh bien nous y sommes. Mais je crois que ce n'est pas cela qui doit faire regretter l'avancée extraordinaire que représente effectivement la question prioritaire de constitutionnalité et la révision constitutionnelle de 2008. Juste un point de précision, d'habitude une loi en règle générale n'est pas rétroactive, pourquoi elle l'est là dans ce cas-là? Si vous voulez, il n'y a pas réellement de rétroactivité, puisque la décision de justice, la décision effectivement qui a été prise, c'est une par donc le Conseil constitutionnel. Ça a été de considérer que notre législation, depuis effectivement de nombreuses années, était inconstitutionnelle. Donc il aurait pu y avoir une décision expresse d'application immédiate depuis toujours, en quelque sorte, de cette inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, avait décidé de laisser des délais. La Cour de cassation a minoré ces délais, mais il ne s'agit pas de remettre en cause tout ce qui s'est passé, loin s'en faut. Alors, ça ne bénéficiera pas, en tout cas, à Yvan Colonna, puisque le délai de 6 mois dont on parlait pour invoquer la nullité est dépassé. La défense du berger corse demande, en revanche, à la Cour d'assises spéciale de Paris de déclarer irrecevable la lettre de menace contre un membre du commando Erignac qui lui est attribuée et qu'il dément formellement avoir envoyée. Jean-René Le Serre, vous êtes par ailleurs l'auteur d'une proposition de loi qui va être débattue ce soir dans l'hémicycle et qui vise à insérer des données biométriques dans la carte d'identité, comme cela existe déjà pour le passeport. On voit le détail avec Mounir Soussi. Après le passeport, c'est peut-être au tour de la carte d'identité de devenir biométrique. La nouvelle carte posséderait une puce où seraient enregistrées des données personnelles. Pour le rapporteur du texte débattu au Sénat, il s'agit avant tout de protéger les citoyens, notamment contre les usurpations d'identité qui se multiplient. Il souhaite rassurer sur les conditions d'utilisation des informations collectées. Ce qui est essentiel, encore une fois, c'est de faire en sorte que le fichier ne puisse pas être utilisé à autre chose. C'est-à-dire qu'à partir d'une simple empreinte digitale, on ne peut pas jamais remonter à l'identité d'une personne. Les porteurs de ce document pourront aussi demander l'installation d'une seconde puce pour sécuriser leur démarche sur Internet. Depuis 2005, l'idée d'une carte d'identité biométrique poursuit son chemin, mais doit faire face à l'hostilité des défenseurs des libertés individuelles. Leur crainte, un détournement dans l'usage de cette immense base de données. Et les gages avancés par ses promoteurs ne suffisent pas aux opposants. C'est une atteinte profonde aux libertés publiques, c'est-à-dire que là, il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau fichier. Et nous sommes contre les créations de fichiers. En fait, le volet biométrique de la carte d'identité ne servirait qu'à ça et nous y sommes complètement opposés. L'opposition craint que le texte soit durci par des amendements lors de son passage à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est déjà favorable à l'utilisation des données biométriques dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors Jean-René Le Serre, vous vous appuyez sur l'idée que ça va renforcer la protection des citoyens contre l'usurpation d'identité notamment, mais vos détracteurs, on l'a vu, craignent un fichier géant et liberticide. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous attirer les foudres de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté? Non, vraiment, je n'ai aucun souci au plan de la CNIL, puisque la décision qui est prise est vraiment totalement proportionnelle et fait la part d'abord effectivement au respect de la vie privée, au respect des libertés, avant de faire sa part à la sécurité. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 200 000 personnes qui tous les ans se font usurper leur identité, c'est-à-dire remboursent des prêts par exemple qui ne leur ont pas été attribués, se voient condamnés, parfois emprisonnés pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Donc un nombre de suicides qui devient tout à fait considérable de ces personnes qui vivent effectivement une situation totalement abominable. Et puis il faut savoir aussi que des gens qui ont emprunté une identité, pourquoi pas la vôtre, se retrouvent embauchés par exemple pour travailler dans les aéroports à proximité des avions et que toutes les précautions que l'on prend pour assurer la sécurité des passagers
passager est immédiatement détruite par ce fait. Il n'y a pas de problème en matière de liberté et droits de l'homme dans le texte tel qu'il va être voté par le Sénat. Puisque, mais on va voir ce que ça va donner à l'Assemblée. Voilà, mais le dispositif du Sénat, c'est un dispositif effectivement qui assure les garanties à la fois juridiques et techniques, qui assure totalement la sécurité des libertés et des droits de l'homme. Merci Jean-René Le Serre d'être venu sur ce plateau. C'est une prise de choix qu'a réalisé Jean-Louis Borloo, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, mari de Claude Chirac. Frédéric Salabarou était chargé de rédiger le programme présidentiel du président du Parti radical. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, se désole de cette potentielle candidature de Jean-Louis Borloo. Premier pas, selon lui, vers la désunion. Comme Michel Alliot-Marie, Gérard Longuet aurait lui aussi profité de l'accueil généreux du président tunisien déchu, alors qu'il était à l'époque sénateur et conseiller politique de Nicolas Sarkozy. L'actuel ministre de la Défense aurait séjourné pendant 2 jours dans un palace tunisien aux frais du régime de Ben Ali. Information révélée par le journal Les Inrecuptibles et confirmée par l'Office national du tourisme tunisien. L'intéressé évoque un geste de relations publiques et dit qu'il est prêt à envoyer un chèque. Les affaires DSK et Tron libèrent la parole des femmes et elles sont nombreuses en politique à dénoncer le machisme de leurs collègues masculins, même si Marine Le Pen affirme de son côté que c'est beaucoup moins vrai au FN qu'ailleurs. Qu'en est-il au Sénat? Élise Ecardi a mené l'enquête. C'est ça le sujet, c'est les sénateurs machos, moi je trouve pas. Est-ce qu'il y a du machisme au Sénat ou pas? C'est nouveau ça. Qu'on se le dise, au Sénat il n'y a pas de problème de sexisme. Les hommes et les femmes c'est le même combat. Mais quand on demande si une femme pourrait devenir présidente du Sénat... Pourquoi pas si elle est compétente. On est une question de compétence. Pareil quand il s'agit de politique, pas pour le reste, c'est tout. Vous pensez que les mentalités ont suffisamment avancé pour que le Sénat soit prêt? Je pense, mais pas en développement. Pour être honnête. Alors, je crois que dans cette maison, le machisme, le sexisme n'existe pas. Ça n'empêche pas effectivement l'humour. Ça n'empêche pas l'humour, ni les remises en place. Nicole Bricq le sait bien. Elle est l'une des seules femmes à siéger à la commission des finances du Sénat, une commission prestigieuse et plutôt destinée aux hommes, lui a-t-on fait comprendre au départ. On m'a dit, ah oui, mais tu es nouvelle. J'ai dit, je suis peut-être nouvelle, mais enfin quand même, j'ai un background derrière moi quand même. C'est vrai que peut-être qu'une femme doit, dans certains domaines, prouver sa compétence. Mais la preuve a été faite depuis. Tous, hommes et femmes, reconnaissent tout de même que les lois sur la parité, au municipal notamment, ont permis une plus forte représentation, un premier pas vers une égalité réelle. Ils ont fait fi de la fin de non-recevoir que leur a adressé le ministre du Budget, François Baroin. Plusieurs centaines de fonctionnaires se sont rassemblés devant le ministère des Finances à Bercy pour réclamer une revalorisation du point d'indice qui sert à calculer leur salaire. À partir d'aujourd'hui, sachez-le, le 31 mai sera la journée de l'Amérique latine en France. Un événement inauguré au Sénat aujourd'hui autour d'une dizaine d'ambassadeurs et d'une fleur, symbole du lien entre les deux rives de l'Atlantique. Marie Chambrial et Marie Brémaud. Une orchidée, symbole de l'amitié. Cette fleur a été créée spécialement pour la première journée de l'Amérique latine et des Caraïbes. 6 mois déjà que le Sénat adoptait une résolution créant ce qui deviendra un rendez-vous régulier. Aujourd'hui, une dizaine d'ambassadeurs d'outre-Atlantique étaient présents pour consolider les relations déjà riches entre la France et l'Amérique latine. Parce qu'il y a 200 ans de ça, ce sont des pays, quand ils ont fait leur mouvement de libération, ils se sont tous reposés sur les auteurs, sur les philosophes du siècle de Lumière. Et ils ont toujours, 200 ans après, conservé ce trait d'union fort. Instauré en décembre dernier à l'occasion du bicentenaire des indépendances des pays d'Amérique latine, le 31 mai devrait désormais faire l'objet de commémorations dans toute la France. Aujourd'hui au Sénat, la journée fleurie des ambassadeurs, elle, s'est poursuivie dans les jardins du Luxembourg, au pied d'un magnolia, pour l'inauguration d'une plaque commémorative. Fin de balade au pied du kiosque à musique où les airs baroques donnés par des jeunes Paraguayens ont enchanté une journée de fête. Un effondrement, un cyclone, une gifle. La presse italienne n'a pas de mots assez durs pour qualifier la défaite du parti de Silvio Berlusconi aux élections municipales d'hier. Le chef du gouvernement italien doit réunir ses troupes demain pour essayer de rebondir après la perte, entre autres, de son fief, Milan. Aurélien Romano. Milan, la ville est le symbole du berlusconisme. C'est la chute électorale de ce symbole que célébraient hier ces dizaines de milliers de personnes. La ville est tenue par la droite depuis près de 20 ans, mais c'est surtout ici que Berlusconi est né. Ici qu'il a bâti son empire industriel et médiatique, et d'ici qu'il a conquis l'Italie en 1994.
La force du symbole est donc forte pour les partisans du nouveau maire de la ville, Giuliano Pisapia, porté par une coalition des partis de gauche. La coalition de Berlusconi a subi une défaite électorale à travers tout le pays lors de ces municipales. Des élections locales que le Cavaliere a transformées comme à chaque fois en référendum sur sa personne. Cette fois, la stratégie s'est retournée contre lui. On a perdu, c'est évident. Un coup tu gagnes, un coup tu perds. L'important c'est de ne pas se laisser abattre. Une forme d'autoconviction pour Silvio Berlusconi. Sa coalition se fissure, il doit encore tenir jusqu'en 2013. Surtout, la justice est après lui dans plusieurs affaires, notamment le Rubygate, dont la deuxième audience s'est ouverte aujourd'hui. Le Cavaliere est poursuivi pour recours à la prostitution de mineurs et abus de pouvoir. Ses avocats ont pour le moment déposé un recours pour que le procès se tienne ailleurs qu'à Milan. Voilà, et pour parler de cette déculottée, deux invités ce soir sur ce plateau, Anna Maria Poli, journaliste italienne. Vous êtes la correspondante ici à Paris du journal Il Manifesto. En face de vous, Pierre Musso, philosophe. Vous avez écrit Sarko-Berlusconisme, la crise finale. La presse parle d'une défaite de Berlusconi. Or, il s'agissait d'élections municipales. Alors, le débat se pose à chaque fois en France lors d'un scrutin régional. Est-ce que l'enjeu était national ou pas? Là, c'est la même chose en Italie, l'enjeu était national? C'est Berlusconi même qui a voulu qu'il soit national. Parce que normalement, en plus, en Italie, c'est pas comme en France, on n'a pas toutes les villes qui votent en même temps. Mais là, il y avait quand même des grandes villes, Turin, Milan, et surtout Milan et Naples. Bon, il y avait de grandes villes italiennes. Et la défaite a été sanglante. Donc, message direct adressé au chef du gouvernement. Oui. Milan, c'est particulièrement symbolique. Oui, Milan, c'est le symbole même du berlusconisme, parce que Berlusconi, comme le rappelait votre reportage, est né à Milan, a monté son entreprise dans la périphérie de Milan, il réside dans la périphérie de Milan, et Milan, c'est la capitale financière et économique, et surtout, son alliance, son parti et son alliance avec la Ligue du Nord s'était installée fortement au nord du pays, notamment en Lombardie, et c'est là que l'échec d'hier, enfin de ce week-end, est extrêmement fort. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont quand même des élections locales qui portaient sur une partie de l'électorat et où le taux d'abstention a été assez élevé au deuxième tour. Donc, ce qui relativise le résultat. Certes, Berlusconi a fait campagne sur un test national, mais en même temps, il faut relativiser l'ampleur de l'échec. Il y a certainement une inflexion de l'opinion publique italienne. Et alors, il y a cette coïncidence entre ces élections et puis la deuxième audience du procès Rubygate qui s'est ouverte ce matin. Est-ce qu'il faut mettre cette défaite sur le compte des multiples affaires dans lesquelles est impliqué Silvio Berlusconi? Si, tout ça, selon moi, c'est un tournant, tout ça. Et surtout parce que Milan, vraiment, c'est son fief. C'était toute une mentalité que lui avait parlé de l'État-entreprise, des choses comme ça. C'est toute une mentalité plutôt milanaise, comme ça on la voit, les Italiens voient ça comme un caractéristique de Milan. Et les gens se sont rendus compte que tout ça était tout faux, que derrière ça, il y a la crise, il y a les valeurs qu'il y a présentées par cette droite qui ne sont pas telles, que c'est tout, et aussi l'image à l'extérieur, à l'étranger, c'est tout un pays qui s'est délité. Donc là, ça commence, peut-être il n'y a pas encore une alternative bien claire, un programme à gauche. D'accord, ça on peut dire. Mais quand même, il y a un ras-le-bol. Oui, un ras-le-bol et un peu plus, selon moi. Vraiment aussi un sursaut d'orgueil, aussi un peu, un peu retrouver la solidarité, les valeurs qui font un pays, parce que la Ligue veut des égoïsmes régionaux, les riches d'un côté, les pauvres abandonnés à eux-mêmes, la question des immigrés, et en plus sur tout ça, cerise sur le gâteau, tous ces scandales, ces procès, c'est pas que les putes, il y a aussi excusez-moi, mais il y a aussi question de corruption de magistrats, il y a 3 affaires actuellement. Il y a des affaires aussi. C'est ça, le scandale sexuel et le pire procès il risque quand même 3 ans de prison. Est-ce que vous diriez vous aussi qu'il y a un tournant, parce que jusqu'à présent on avait le sentiment que ces affaires dans lesquelles il est impliqué n'avaient pas vraiment d'influence sur sa cote de popularité auprès des Italiens? Ah oui, il y a un affaiblissement continu de Silvio Berlusconi qui est dû à l'usure de pouvoir aussi, depuis notamment 2009, et qui s'est aggravé en 2010. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu
la rupture avec Gianfranco Fini, qui était son allié à l'intérieur de l'Alliance du centre droit. Et c'est à partir de là qu'a commencé la crise politique qui s'est aggravée depuis. Et bien sûr, il y a eu les affaires du Rubygate qui sont importantes. Et donc, pour moi, il y a l'affaiblissement de Berlusconi à 4 causes. Une crise morale, clairement. Et il y a quand même eu, en février, 1 million de manifestants, notamment à l'appel de femmes, sur cette question. Ça veut dire que l'électorat féminin et une bonne partie de l'électorat catholique a décroché. Il y a ensuite une crise économique, il ne faut pas l'oublier, et sociale très profonde. Et il y a une partie du monde économique, notamment des entrepreneurs et des petits entrepreneurs du Nord, qui sont l'électorat classique du berlusconisme et de la Ligue, qui décrochent aussi. Ensuite, il y a la crise judiciaire, puisqu'il est impliqué, vous le disiez, dans 4 procès. Et puis, il y a la crise politique. Et ça, la crise politique, c'est... Il a une majorité très faible au Parlement, depuis que Gianfranco Fini a rompu. Et maintenant, il risque d'avoir une rupture avec la Ligue. En tout cas, l'alliance avec la Ligue est très discutée depuis cet échec. Vous pensez qu'il va y avoir des conséquences, changement de gouvernement, des changements dans le parti? Le problème, c'est l'alliance avec la Ligue. La Ligue aussi a perdu. Il faut dire ça, parce qu'il a quand même perdu des fiefs. Une ville comme Novara, c'était un de ses fiefs. Donc, au Piémont, elle vient de gagner l'année dernière dans la région. Elle est déjà au milieu d'un scandale sur la santé publique. Donc, le risque, c'est que ce sont 2 faibles qui cherchent de boiteux, qui cherchent de se tenir debout. Et donc, qu'ils vont, disons, laisser pourrir. Peut-être ils vont jouer ça. Le pourrissement de la situation aussi parce que lui-même doit se sauver parce qu'il y a les procès, sinon c'est la case prison, peut-être. Ou sinon, une fracture, disons, aucun des 2 partis maintenant qui font la coalition n'est assez forte peut-être pour dire je m'en vais et je cherche d'y aller tout seul. Pierre Musso, vous qui avez écrit Sarko-Berlusconisme, qui avait fait un lien entre le système Berlusconi et puis le sarkozysme, est-ce que vous voyez toujours le même parallélisme au moment où Nicolas Sarkozy en France essaie de changer radicalement son image et sa communication? Il y a des éléments toujours communs, c'est-à-dire il y a l'usure du pouvoir, la baisse de popularité, ils sont tous les 2 dans des basses eaux de popularité, et ils ont quand même un atout tous les 2, c'est la faiblesse de l'opposition, la division de l'opposition, l'absence d'alliance, d'alternative, de leaders charismatiques, qui fait encore la force relative de Berlusconi et de Nicolas Sarkozy. Mais le parallélisme est plus profond parce qu'ils ont quand même le même projet politique qui est un projet néolibéral. Ils sont de la même famille politique. Et aujourd'hui, on est rentré, effectivement, les 2 pays sont rentrés, mais ce n'est pas les seuls, on peut voir l'Espagne aussi, dans une crise des leaders actuellement au pouvoir. On voit ça dans toute l'Europe. Merci beaucoup, c'est un jugement sévère pour le Parti socialiste français. Merci beaucoup à tous les 2 d'être venus sur ce plateau. On va terminer par un invité inhabituel. Il a reçu aujourd'hui ici au Sénat un trophée pour exploit sportif. On le surnomme l'homme araignée. Il vient d'escalader la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï, 828 mètres de haut. Il est spécialisé dans l'escalade urbaine. Il s'appelle Alain Robert. On va écouter d'abord Jean Faure, sénateur UMP de l'Isère. C'est vrai que les athlètes, beaucoup n'appartiennent pas à des disciplines dans lesquelles on fait fortune, dans lesquelles les retombées médiatiques sont modestes, et le Sénat est là pour encourager tout le monde au même niveau. Et bien sûr, on a eu des personnalités extrêmement célèbres, comme Olivier de Kersauzon, ou bien on a eu Alphand, Luc Alphand, des grands noms de l'athlétisme, etc. Mais vous avez des gens dont on ne parle jamais et qui font parfois des exploits. Et il est important que l'homme politique, la classe politique, s'exprime et reconnaisse ses efforts. Bonsoir Alain Robert. Bonsoir. Félicitations pour votre trophée que vous nous avez fait l'amitié d'amener sur ce plateau. Alors vous avez escaladé plus de 100 bâtiments, je crois, un peu partout dans le monde. À Paris, entre autres, la tour Montparnasse, le centre Pompidou, l'obélisque de la Concorde. Votre meilleur souvenir, s'il y en a un? J'ai adoré grimper l'obélisque place de la Concorde parce que en fait c'est très élancé, c'est tout petit, ça fait juste 31 mètres avec le socle. Et c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas encore le chapeau doré là qu'ils ont rajouté, donc ce qui fait que ça permettait quand même de se tenir debout au sommet et c'était vraiment un clin d'œil sympathique. Alors, en 1982, vous avez fait une chute de 15 mètres, la tête la première, 6 jours de coma, je crois, des fractures multiples. Mais au lieu de vous arrêter, ça vous a au contraire poussé à faire les défis les plus extrêmes après ça?
Moi, ce qui se passait, je veux dire, pour moi, grimper, c'était vraiment ce que j'avais décidé de faire quelques années auparavant. Et puis déjà, je m'étais battu pour vaincre ma peur du vide, tous les problèmes que je rencontrais quand j'étais môme. Et puis finalement, au moment où tout allait bien, où je commençais à avoir un haut niveau en France, patatras. Et puis du coup, ça m'a réellement donné envie de me battre. La sécurité sociale vous considère comme invalide à 66%? En tout cas, m'a considéré à une époque. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai été confronté entre recevoir une pension de l'État et à ce moment-là, donc, arrêter l'escalade, ou alors décliner cette pension et continuer à faire de l'escalade. Et donc, moi, j'ai choisi de décliner la pension et puis de m'éclater avec la vie. Une escalade qui vous a conduit à vivre différentes expériences, notamment la prison que vous avez expérimentée dans plusieurs endroits du monde. Vous avez un palmarès des différentes prisons que vous avez visitées? Ouais, il y a New York, enfin beaucoup aux États-Unis, parce que aux États-Unis, j'ai grimpé dans 6 ou 7 États, et des fois même plusieurs fois. Donc forcément, ça m'a amené. Pardon? Lesquels aux États-Unis, à New York notamment? À New York, ouais, donc c'est toujours des conditions. C'est vrai qu'en ce moment, c'est très polémique. On est en train de découvrir que le système carcéral aux États-Unis est dur. Et moi, ça fait longtemps que je le sais. Ça fait 18 ans, puisque il y a 18 ans en arrière, c'était ma première arrestation à New York. Après a suivi la Californie, la Pennsylvanie, l'Illinois, etc., etc. Mais chaque fois, c'est quand même aussi des bons souvenirs. Parce que derrière les barreaux, il n'y a pas que des grands criminels, il y a aussi des êtres humains et c'est des expériences qui sont riches. Vous tentez parfois d'utiliser vos exploits pour faire passer des messages. En 2003, par exemple, vous aviez un dossard avec le message « Non à la guerre ». Est-ce que ça sert à quelque chose ? C'est ma foi une prise de décision en tant que citoyen. J'étais contre la guerre. Je savais que j'étais suffisamment médiatique pour montrer qu'il y avait des gens, les gens étaient nombreux. La preuve en est, Villepin, lui, il est monté à la barre à l'ONU à New York et il a dit non. Et c'est vrai qu'on peut applaudir un geste comme celui de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac à l'époque. Vous venez d'escalader la tour la plus haute du monde à Dubaï. Qu'est-ce qui vous reste comme défi à réaliser? Il reste tout, il en reste tellement. J'ai envie de grimper à Séoul, j'ai envie de regrimper en Malaisie, j'ai envie de grimper en Indonésie, j'ai envie de grimper à nouveau dans les Émirats Arabes Unis, à Paris aussi, il y a encore quelques petits trucs sympas à faire. Ce trophée, ça vous a fait quoi? J'ai été très touché parce que en fait c'est quelque chose, je m'y attendais pas tellement, parce que c'est vrai qu'en général, moi ce que je fais c'est pas réellement une discipline où il y a des médailles, donc du coup c'est une autre façon d'avoir une récompense et d'être reconnu par le Sénat, j'ai trouvé ça particulièrement touchant. C'est une invitation peut-être à escalader le palais du Luxembourg, c'est trop facile? Ouais, mais même je crois que j'ai pas envie non plus d'être un trouble-fête. C'est-à-dire qu'il y a des limites, il y a des choses que je me suis fixées. On ne verra pas grimper l'Élysée, on ne verra pas grimper le jardin du Luxembourg, on ne verra pas grimper l'église Notre-Dame parce que c'est un choix délibéré. À votre avis, que vient chercher le public? Parce que c'est assez spectaculaire quand vous grimpez, il y a beaucoup de public qui reste au pied des tours à vous regarder. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Les gens sont inspirés, hein. Les gens viennent chercher de l'étonnement. Je reçois sans arrêt des courriers email. J'ai un site qui est très visité, www.alainrobert.com. Et c'est vrai qu'il y a un guestbook, un livre d'or, et les gens m'écrivent aussi sur mon mail, les gens m'envoient des courriers. Et dans l'ensemble, les gens ils sont demandeurs. Pour eux, je suis un genre de Robin des Bois, un Zorro de l'escalade. Et ça, c'est cool. Mais vous n'avez pas peur de lancer des vocations? C'est dangereux quand même. C'est dangereux, mais bon, j'explique que ce que je fais, c'est dangereux. Il y a une connaissance de mon corps, physiquement, psychologiquement. Ça fait 35 ans que je fais de l'escalade. J'ai moi-même été victime d'accidents très graves. Donc voilà, j'explique aux gens d'abord que c'est pas une bonne idée de grimper sans corde. Et surtout, si on me demande des conseils pour l'escalade sans corde, c'est qu'à mon avis, la personne n'est pas prête.
c'est quelque chose qui vient de là, ça vient du cœur. C'est pas quelque chose qu'on demande aux gens. Expliquez-moi comment on fait pour grimper en solo. Vous comptez retourner en montagne? Je vais de temps à autre grimper en montagne, en falaise, mais bon, de moins en moins. C'est moins intéressant que l'escalade urbaine. Ça me plaît moins. Aujourd'hui, je dirais que la page est quasiment tournée. Je suis passé à l'univers urbain et c'est vrai que grimper ces diamants gigantesques qui culminent aujourd'hui jusqu'à 800 mètres, c'est fascinant. Merci beaucoup. Merci Alain Robert d'être venu. Félicitations encore pour votre trophée. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous à suivre un documentaire. 1981, arrivée des communistes au pouvoir. Très belle soirée.